Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est une rencontre que je vous propose, une émission spéciale afin de revenir sur cette information qui a circulé cette journée, le drame des Congolais, 6 jeunes Congolais qui sont décédés au large des côtes espagnoles. Nous savons que depuis plusieurs années, on assiste à ces drames quasiment impossible de réagir ou sinon d'agir afin d'empêcher qu'ils puissent subvenir. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des milliers d'hommes et de femmes qui se perdent dans la Méditerranée. La Méditerranée est devenue un cimetière pour les forces vives africaines, ces hommes et ces femmes en âge de travailler, qui sont obligés de partir, disons obligés, afin d'aller chercher une meilleure vie ailleurs. Et pourtant, entre le désert et la mer, ben, on perd là des hommes, on perd là des femmes. Une prise de conscience est nécessaire. On a vu qu'après les images de la Libye, il a semblé du côté des autorités africaines et même du côté de l'ONU prendre conscience afin que ces drames puissent s'arrêter. Des actions avaient été engagées. On a vu M. Macron aller du côté de Bamako, de Ouaga, assurer les jeunes Africains de l'aide de la France afin qu'ils puissent avoir le nécessaire pour leurs études dans leurs pays d'origine. On a vu aussi que du côté de la Côte d'Ivoire, pour le sommet Afrique-France, Afrique-Europe surtout, il y avait aussi cette volonté affichée afin de pouvoir accompagner les jeunes Africains. Or, ces drames ne s'arrêtent pas. On en parle peut-être un peu moins, mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les communautés, notamment celles qui sont issues des diasporas installées en France ou en Europe, sont frappées. C'est vrai que on parle souvent des Guinéens, on parle souvent des Sénégalais, on parle souvent des Nigérians, on parle très peu des ressortissants d'Afrique centrale qui meurent dans la Méditerranée. Désormais, ce drame arrive aussi à nos portes. Vous voyez que la distance entre les pays qui sont les nôtres du côté de la forêt équatoriale jusqu'à arriver au bord du désert et arriver au Maroc pour partir, la distance est longue. Tout ce chemin est parcouru avec énormément d'embûches et pourtant, ces hommes et ces femmes veulent braver les éléments, braver le désert, braver le soleil, braver la Méditerranée pour arriver en Europe. Malheureusement, les drames sont de plus en plus nombreux et finalement, quand on arrive à donner un signal à des compatriotes qui sont installés au Maroc qu'on devrait partir, c'est ce qui permet parfois d'avoir ces informations a posteriori, puisque nous nous rendons bien compte que ces hommes étaient partis, on n'a rien dit, et le drame arrivant, on est obligé de pouvoir l'annoncer afin que les familles puissent faire leur deuil. On imagine aussi ses parents, ses pères, ses mères, ses oncles, ses tantes, ses frères et sœurs qui sont restés là-bas, qui espéraient que celle qui est partie ou celui qui est parti pourrait arriver à destination en Europe afin de donner un coup de main à la famille. Et pourtant, il faut maintenant mettre les mains sur la tête et surtout commencer à faire le deuil. Ce deuil ne peut se faire que dans un cadre bien défini, puisque vous le savez, ceux qui sont partis sont obligés en fait de pouvoir faire signe à leurs parents ou à leurs amis qui sont restés dans les pays de départ et les familles qui sont restées au Congo, pour parler de ces drames qui touchent les Congolais, devraient aussi de leur côté essayer de pouvoir gérer ce drame aussi loin et surtout avec des corps parfois qu'on ne retrouvera pas. Voilà donc, mesdames, messieurs, le sujet que je vous propose ce soir afin de nous permettre de pouvoir mettre une parole sur ce drame. Nous avons vu, puisque Zana TV a publié cette information, nous avons vu l'émotion que cela a suscité et nous avons aussi compris que finalement, de nombreux Africains, de nombreux Congolais croyaient peut-être que ce drame ne touchait que les autres. Pourtant, nous devons désormais être lucides en nous disant qu'il y a aussi, et malheureusement, de nombreux Congolais qui perdent leur vie dans la Méditerranée. Qu'est-ce qui fait partie? On ne reviendra pas sur les raisons de départ parce qu'elles sont nombreuses. Il faut aussi dire que les hommes et les femmes sont libres de partir pour aller vivre la vie qu'elles veulent là où ils veulent, mais il faut aussi dire que les conditions sociales, les conditions matérielles, les conditions économiques
ne facilite pas toujours la sédentarisation de ces jeunes afin qu'ils restent dans le pays d'origine pour ne pas aller chercher le bonheur ailleurs. C'est cette quête du bonheur en fait qui a conduit ces 6 jeunes. Malheureusement, on n'a pas encore leur identité, mais nous savons bel et bien que cette information qui est partie de la communauté congolaise, qui a reconnu ces hommes et ces femmes qui sont partis pour l'Espagne, nous devons donc aujourd'hui accompagner la famille, accompagner la communauté, et surtout mettre une parole. Voilà, donc, mesdames et messieurs, ce que je vous propose ce soir sur Ziana TV, et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts, vous, en tant que Congolais ou Congolaises, sinon en tant qu'Africains, à faire afin que les jeunes qui sont restés puissent être sensibilisés que la mer aujourd'hui, ce n'est pas un voyage tranquille. La mer aujourd'hui avale énormément d'hommes et de femmes, avale énormément je dirais, des forces vives pour le continent africain. La mer aujourd'hui est devenue quasiment le premier mouroir des hommes africains, si on enlève les pandémies, si on enlève les épidémies surtout, si on enlève les différentes violences qu'on peut voir ou auxquelles on peut assister sur le continent africain. Voilà donc, mesdames, messieurs, nous allons passer un peu de temps avec vous afin que chacun puisse intervenir et surtout que vous puissiez nous donner, vous, votre avis par rapport à cette question liée au départ vers l'Europe avec les risques encourus, que ce soit par le désert ou encore par la mer. Et la mer, aujourd'hui, nous savons que du côté de Ceuta et Melilla, ce n'est pas évident. Nous savons aussi que du côté de Lampedusa, les jeunes arrivent de moins en moins, mais les drames restent quasi quotidiens, ces sauveteurs en mer qui font énormément de boulot. Mais nous savons aussi que du côté de la Libye, les différents groupes installés ne facilitent pas les choses et on a du mal à voir comment ce que cela pourrait prendre fin ou comment apporter une vraie solution ou une assistance aux hommes et aux femmes qui partent des côtes africaines, notamment des côtes du Maroc, pour l'Europe. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Avec vous, nous partageons ce moment, surtout cet échange autour de ces drames survenus le 4 février dernier au large du Maroc, près des côtes espagnoles, ces 6 jeunes Congolais qui ont péri. Voilà, donc nous sommes là avec vous. Vous pouvez aussi prendre la parole afin de nous dire concrètement ce que vous pouvez, soit par écrit. Nous avons mis les différents liens que vous pouvez télécharger afin de pouvoir intervenir directement, soit par vidéo et nous donner votre témoignage. Si vous nous suivez, vous qui êtes au Maroc, vous qui êtes confrontés à cette situation quasi quotidiennement, vous avez là aussi des compatriotes qui sont venus au Maroc, qui attendent pour passer vers l'Europe. Vous pouvez aussi nous donner vos témoignages sans pour autant revenir sur des cas particuliers, au moins comprendre aujourd'hui ces pays qui sont devenus ces pays de transit au départ, qui étaient d'abord des pays pour aller faire des études, notamment pour le Maroc, qui devient aujourd'hui le pays de transit pour de nombreux Congolais. Il faut aussi savoir comment est-ce que vous, qui êtes là-bas dans ces pays-là, vivez ces drames, comment ça s'organise, comment êtes-vous sensibilisés pour que ceux qui partent, et heureusement encore que cette formation peut passer, puisque c'est grâce aux informations que vous avez pu recueillir là-bas que nous avons pu alerter aujourd'hui les différentes familles, les différentes, je dirais, personnes qui seraient concernées par ces drames qui sont arrivés. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce moment que je vous propose de partager avec vous. Vous êtes en direct sur Ziana TV, mettre une parole sur ces drames parce qu'il est sûr qu'on dit souvent des Africains qu'ils ont une capacité de résilience, c'est vrai, mais ces drames vécus quasi quotidiennement, ces drames qui viennent comme ça nous atteindre, ont besoin d'être extériorisés. Or, aujourd'hui, on n'a pas, notamment pour les communautés africaines, une organisation pour une prise en charge psychologique. Il faut donc à ce moment-là libérer la parole, que la parole puisse servir en fait de thérapie et peut-être encore une thérapie de groupe qui serait un peu plus efficace pour vous permettre à vous aussi de pouvoir dire les choses. Nous avons vu les différents commentaires que vous avez laissés
sur Jana TV qui expliquait vos émotions, qui expliquait la colère, qui expliquait aussi, je dirais, la surprise pour certains de voir que finalement, dans ces drames que nous voyons souvent sur nos écrans, qu'il y avait aussi des Congolais. Voilà donc, vous avez donc Mathias Mombi Bonzanga qui nous a dit qu'il y a parmi des jeunes que nous avons, pour lesquels nous avons publié des images, un qui a été reconnu qui s'appelle Eric Lawson. Nous savons aussi qu'il y avait un message qui circulait, qu'on a pu voir sur Brazza News, qui est l'un des garçons qui était là aussi, habité du côté de Mohamedia. Donc là, nous sommes toujours au Maroc. Alors, était-il installé au Maroc depuis plusieurs années? Y était-il d'abord pour les études avant de tenter l'Europe, ou bien ils sont juste venus là en attendant de trouver un espace et un moyen pour traverser? Or, cette traversée, vous l'avez constaté, donc, a été fatale, et il faut donc aujourd'hui, je pense, mesdames, messieurs, conjurer cette fatalité. Alors, on ne va pas revenir, je le disais, pourquoi partons, mais aujourd'hui, comment empêcher que ceux qui veulent partir puissent prendre autant de risques jusqu'à perdre leur vie dans cette quête du bonheur. N'hésitez pas d'intervenir, mesdames, messieurs, n'hésitez pas de pouvoir demander la parole. Vous pouvez donc, si vous avez l'application Zoom, vous avez le numéro de la réunion, participer à ce moment d'échange afin que nous puissions libérer la parole autour de ce drame, que nous puissions surtout dire quelque chose par rapport à nos pays d'origine. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des pays d'origine? Est-ce que la distance entre Brazzaville, Pointe-Noire et je dirais, Rabat fait en sorte que les autorités ne puissent pas prendre ce problème au sérieux, ou bien on fait la politique de l'autruche, on met la tête sous terre en disant ça ne nous concerne pas, puisque là, quand on a vu les images de la Libye, on parlait plus d'Ivoiriens, on parlait plus de Nigérians, on parlait plus de Maliens ou de Nigériens, mais très, très, très peu de Congolais. Or, nous savons que souvent dans ces groupes d'hommes, la nationalité ne compte plus, c'est surtout la motivation du départ qui fasse en sorte que les gens recréent une nouvelle communauté. Donc voilà, donc mesdames, messieurs, ce moment important d'échange avec vous, ce moment qui permettrait sans doute de pouvoir mettre une parole derrière ces drames, de pouvoir accompagner surtout les familles, puisque nous vous demandions de relayer cette information parce que les familles ont besoin de savoir. C'est vrai que les familles ont mis de l'espoir sur ces jeunes qui sont partis. Les familles aujourd'hui devront vivre un deuil, et ce deuil, je pense que nécessairement, ces familles ont besoin d'avoir des informations. Pour l'instant, nous ne savons pas si les corps ont été retrouvés, ce qui n'est pas toujours le cas, mais toujours est-il que le drame a bel et bien eu lieu. Donc, je rappelle, mesdames, messieurs, que je vous propose ce moment d'échange dans le cadre de cette information que nous avons diffusée ce matin. Le 4 février dernier, donc dimanche dernier, je dirais, Zodiac, en fait, est parti des côtes marocaines pour l'Espagne, et dans ce départ, il y avait 47 personnes dans ce Zodiac. Parmi les 47 personnes, il y a eu 6 Congolais qui ont péri. Alors, n'y avait-il que 6 Congolais? Ça, nous ne le savons pas, mais parmi les victimes qu'on a pu compter, il y a 6 jeunes Congolais, une femme et 5 hommes, ou peut-être 2 femmes, puisque l'autre, on n'a pas vraiment eu d'image, ni nous ne savons pas son identité. Alors, nous avons donc une réaction de Doc Dolimat Mathieu. Hein, c'est véritablement terrible, triste, inacceptable face à des politiques africaines indignes, incapables pour assurer l'énergie des jeunes. Paix aux âmes de toutes ces personnes mortes. Alors, il faut dire aussi, mesdames, messieurs, nous avons publié il y a quelques jours, lors de la passation de pouvoir entre M. Kagame et M. Alpha Condé, on a vu M. Condé faire quasiment un mea culpa, expliquant que lui avait pris conscience de ce qui s'était passé et que c'est sans doute les chefs d'État qui eux-mêmes ne donnent pas les éléments pour que cette jeunesse puisse espérer. Et c'est peut-être pour cela que M. Alpha Condé disait toute sa responsabilité, qu'on ne pouvait pas rejeter la responsabilité de ces drames sur les autres et d'abord sur les responsables africains eux-mêmes qui n'ont pas qui n'ont pas su donner des raisons d'espérer à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui partent. Il y a Armand Bouya donc, qui explique les autorités s'en foutent. Pour elles, ceux qui s'en vont, ceux qui meurent dans les déserts, en Libye ou en mer, sont des problèmes en moins.
Et ceux qui restent au pays, elles n'ont rien à proposer, sinon la rupture qui est équivalente à la galère. C'est vrai, Armand Boya, vous avez tout à fait raison. On peut aussi faire cette lecture, mais alors, dire que les autorités s'en foutent, sans doute, puisque nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a aucune action, ne fût-ce que de sensibilisation auprès des jeunes qui partent, que ce soit dès le pays d'origine ou encore au Maroc, notamment, on connaît là où se trouve, où les compatriotes qui sont au Maroc connaissent très bien, qui veut partir, qui veut rester, y a-t-il une action de sensibilisation? On pourra toujours, Armand Boya, jeter le probe sur les autorités qui ne font absolument rien, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que citoyens, notamment les compatriotes qui, eux, voient ces hommes et ces femmes en dernier, ceux qui sont au Maroc, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour expliquer, même si les personnes en ont conscience, et pour les dissuader de ne pas faire ce voyage aussi périlleux quand on sait qu'il y a peu de chances qu'on puisse y arriver puisque les conditions de départ sont terribles. Donc, il faut bien comprendre, mesdames, messieurs, c'est vrai que c'est des questions qui sont complexes. Il faut le reconnaître et le dire que nos autorités ont une responsabilité importante, mais nous devons aussi désormais, en tant que citoyens, prendre ce problème en main pour non pas changer le cours de la vie des uns des autres, mais surtout que ceux qui partent aient les bonnes informations et peut-être aient des raisons quand ils arrivent au Maroc de dire mais finalement je vais arrêter ce voyage parce que toutes les informations qui m'arrivent sont tellement catastrophiques que ce serait peut-être une perte pour la famille et pour moi-même pour ne pas je dirais aller me jeter dans la mer. Donc là aussi c'est vrai qu'il faut prendre en compte tous ces éléments. En tant que citoyen, nous savons que certaines problématiques, notamment ici en Europe, sont prises en compte par des citoyens. On n'attend pas toujours que l'État fasse tout, qu'elle fasse tout, quand on sait que c'est d'abord de leur responsabilité, j'en conviens, mais nous devrons aussi, en tant que citoyens, nous organiser, surtout nous qui sommes partis, notamment ceux qui sont partis dans de meilleures conditions, de voir comment est-ce que ces hommes et ces femmes qui sont ici installés peuvent donner un coup de main, notamment à la communauté qui, elle, est, je dirais, au premier rang là-bas au Maroc, qui voit ces hommes et ces femmes partir en dernier et surtout qui, après, nous sensibilise sur ce qui arrive. Donc, Mathias insiste toujours, hein, pour arrêter tous ces drames, il me semble que la bonne gouvernance soit la solution sine qua non qui puisse exister. C'est vrai, Mathias, que si nos pays étaient bien gouvernés, je pense que les gens partiraient peut-être dans d'autres conditions que celles que nous voyons, celles auxquelles nous assistons aujourd'hui. Cependant, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On sait que la gouvernance des pays africains ne date pas de 2 ans ou de 10 ans. Ça fait 50 ans que ces pays sont très mal gouvernés. S'il faut prendre le Congo, qui est notre pays. Donc, à ce moment-là, si on attend que le pays soit bien gouverné, ben, c'est sûr que ces drames, on en vivra encore. Or, nous savons aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une volonté de bonne gouvernance dans ces pays-là et surtout au Congo. Donc, les gens partiront toujours. Alors, Mathias, la question que je vous pose, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que citoyens, puisque la bonne gouvernance, elle n'est pas là pour demain, la bonne gouvernance, ce ne serait pas dans 2 ans, les gens continueront à partir, on fait quoi en tant que citoyen? La condition sine qua non, sans doute, mais suffit-elle pour que les choses puissent s'arranger? Je ne pense pas. Donc, c'est aussi de votre côté de réagir, de voir de quelle manière les choses peuvent se faire, ou alors comment est-ce que vous pouvez, vous, en tant que citoyen, installé ici en Europe, en tant que Congolais ou encore tout simplement citoyen africain, installé là-bas au Maroc ou en Libye ou je ne sais pas dans quel autre pays de départ, pourriez mettre en place des actions ou pourrions mettre en place des actions avec peut-être l'aide de la diaspora, avec sans doute des éléments, je dirais, l'aide des ONG, l'aide d'organisations reconnues dans ce travail pour accompagner les migrants, comment est-ce qu'il peut mettre en place des actions qui permettraient en fait un meilleur accompagnement ou sinon une prise en charge qui fasse en sorte qu'on puisse diminuer ces drames auxquels nous assistons, mais avec une impuissance telle qu'on ne sait plus quoi faire ou sinon qui faut-il ou à quel saint se vouer, comme
On dit Pouchkine de Taliane, on se dit que le plus souvent, ce sont nos frères de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous disons, qui bravent la mer pour atteindre l'Eldorado. Hélas, on se rend compte que même nos compatriotes aussi sont dans le lot des naufragés. Les déclarations d'Alpha Condé suffisent-elles? Non, ne suffisent pas. C'est vrai qu'il a fait un mea culpa, mais nous savons aussi, Pouchkine, c'est que aujourd'hui, nous avons bien compris, surtout nous, Yana TV, qui avons mis cette information à la disposition de tous, on a bien compris l'émotion que ça a suscité dans le milieu congolais. C'est vrai que nous croyons, vu la distance, que ceux qui mouraient dans la mer n'étaient que les autres ressortissants d'autres pays africains. On a très, très peu entendu parler de Congolais, même si déjà, il y a quelques temps, nous avons relayé une information d'un garçon et d'une fille qui étaient aussi décédés dans la mer, mais on a très peu entendu de Congolais. Or, là, on se réveille un matin, vous avez une information comme quoi 6 Congolais sont morts dans la Méditerranée, noyés par ce volontaire d'Europe. C'est un véritable choc. Et ce choc, je comprends, c'est pour ça que nous avons voulu mettre ce moment d'échange avec vous, même si vous pouvez juste intervenir par écrit, mais compléter au moins ce moment d'échange pour dire, mais voilà ce qui nous arrive. Les paroles d'Alpha Condé et Pouchkine ne suffisent pas, mais on ne peut plus se contenter que de leurs paroles. Ces gens-là, ils sont là depuis des années. Ils n'ont absolument rien fait pour ces jeunes. Alpha Condé a été à la tête de l'Union africaine. On a bien vu le bilan que le sien en la matière. Je pense que c'est sous sa présidence qu'il y a eu plus d'hommes, de femmes qui sont partis. Et c'est aussi sous Alpha Condé qu'on a vu qu'en Libye, on vendait des Noirs. Donc, à ce moment-là, la parole d'Alpha Condé, si vous me permettez, il peut la mettre là où je pense. Mais toujours est-il qu'il devrait peut-être aujourd'hui avoir une prise de conscience citoyenne. Donc, vous avez Dave Kipiala qui dit la chose au premier, je dis merci à Yana TV, d'autres cœurs de l'info. C'est très triste de vivre cela, mais c'est dire à nos jeunes frères de ne pas prendre cette route où périt tout le monde. Je ne croyais pas qu'un Congolais de Brazzaville pouvait prendre cette route, mais hélas, nous avons la réponse, nous n'avons pas la réponse pour dissuader nos jeunes. Alors, Dave Kipiala, on ne peut pas être aussi fataliste. Je comprends le choc qui est le nôtre aujourd'hui, même si nous-mêmes, nous mettons ce sujet en partage avec vous aujourd'hui, c'est parce que nous avons conscience que finalement, on est peut-être passé à côté. On voyait les autres pays, on se disait, bon, nous, ça ne nous arriverait pas, ça n'arrive qu'aux autres. Ça nous arrive aujourd'hui, on est plus ou moins déboussolé. Mais sauf qu'il faut qu'on arrive à reprendre, je dirais, notre souffle, à reprendre notre conscience afin de pouvoir commencer à penser. Il faut que nous arrivions à dissuader ces jeunes de partir, notamment quand ils partent peut-être des côtes de Pointe-Noire aussi. S'ils partent de Pointe-Noire, il faut peut-être les dissuader de partir. Je pense qu'il ne faut pas attendre qu'ils arrivent au Maroc qu'on commence déjà à dire, bon, finalement, ne partez plus, parce que pour les Congolais, on entend souvent le Maghreb, et surtout le Maroc aujourd'hui, c'est demi-Schengen. Une fois que vous êtes au Maroc, vous avez déjà fait la moitié du trajet, donc il ne reste plus que l'autre moitié. Or, l'autre moitié, quand vous êtes du côté de Tanger vers Ceuta et Melilla là-bas, c'est juste à quelques encablures. Donc, vous voyez que ce n'est plus loin et la motivation, elle devient plus importante. Donc, Dave, je pense qu'il faut peut-être que nous réfléchissons afin de pouvoir dire à nos jeunes qu'il ne faut pas partir. Faut-il le dire déjà des Pointe-Noires, des Dolisie, des Lulombo ou encore d'Infondo quand ils partent là-bas, ou bien il faut le dire quand ils arrivent au Maroc. Je pense qu'au Maroc, c'est peut-être un peu tard quand on s'exprime à ce moment-là parce que la décision est prise, la moitié du chemin est déjà parcouru, il ne reste qu'un pas à faire. Donc, à ce moment-là, les risques sont plus importants. Arma Bouya revient en disant comment empêcher le voyage de ces jeunes qui, voyant les images sucrées de ce qui se pavane à Paris, sont plus que stimulés à voyager. Eux aussi veulent réussir, eux aussi veulent la SAP, eux aussi veulent des appartements décents, des voitures Uber. Voilà. Armand, on touche là, en fait, le fond de ce sujet. Il est vrai aussi, à ce moment-là, comme on dit, la responsabilité partagée. Donc, ça veut dire que nous qui sommes ici, peut-être, faisons tellement miroiter des choses à ceux qui sont là-bas, qui se disent qu'il faut qu'ils viennent. Alors, Armand, quand on parle que, bon, ceux qui sont là-bas ont réussi, il faut quand même ne pas oublier qu'aujourd'hui, à Paris, notamment sur ta part du côté de la porte de la Chapelle, il y a des Africains qui dorment dehors. En ce moment, nous avons la neige. Il y a des Africains, je pense peut-être qu'on ne saura pas d'informations sur ces drames, mais je suppose avec le nombre de migrants africains
qu'on retrouve au bord des périphériques à Paris, le nombre d'hommes et de femmes qu'on retrouve autour en fait, de la région parisienne, notamment ceux qui viennent d'Afrique, qui cherchent un endroit, il faut dire que même arrivé en Afrique, Armand Bouya, je pense qu'on le reconnaîtra, on n'a pas encore réussi parce que ceux qui ont réussi à traverser, qui sont arrivés aujourd'hui en France, mais il faut aller les voir, il faut voir ces images au bord des périphériques parisiennes, vous direz que finalement, était-il nécessaire de venir? Or, les hommes et les femmes vivent d'espoir, donc on continue en fait toujours à venir. La réussite, peut-être pas, la SAP, sans doute, qu'à Paris, c'est la capitale de la mode, donc les gens veulent s'habiller. C'est à Paris que vous avez les grands noms de la SAP, le Bachelor, le Joe Ballard. C'est à Paris que vous avez ce culte de la SAP. C'est vrai que cela peut aussi faire en sorte que les gens puissent être incités à partir. Alors, faudra-t-il à ce moment-là arrêter de s'habiller? Je ne pense pas, juste pour rigoler, je ne pense pas, mais toujours est-il que ce sont des éléments qu'il faut mettre sur la place. Maintenant, quant au bien matériel, c'est vrai que l'image que nous donnons de Paris, qu'on a tout, l'image qu'on donne de la France, qu'on a tout, mais ce n'est pas aussi facile, Armand, il faut le reconnaître, même pour ceux qui ont un peu ici, déjà de l'avoir, il faut beaucoup de sacrifices, il faut énormément de travail pour arriver au moins à avoir le peu que certains disposent ici. Mathias revient en disant: l'information des natifs permet à les compatriotes de comprendre les dangers qui les attendent, surtout pas les parents, les amis qui pourront les dissuader. C'est vrai, Mathias, on est plus ou moins, je dirais, dépourvu de moyens de dissuasion massive. On parle souvent d'armes de dissuasion, mais nous n'avons pas de moyens de dissuasion massive pour que les jeunes ne viennent pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être casser les tabous, il faut en parler, c'est ce que nous faisons ce soir, en parler avec vous afin que ceux qui veulent venir, nous ne pourrons pas directement les empêcher de venir, mais il faut quand même leur dire que quand nous croyons, étant du Congo, on voit des images des gens qui sont vendus en Libye en croyant que ce ne sont que les autres nationalités, mais il y a aussi des Congolais. Quand nous voyons ces barques échouées, ces cadavres qui sont rejetés par la mer sur les côtes italiennes ou encore sur les côtes espagnoles, ou les côtes espagnoles, sinon libyennes, et parfois des côtes marocaines, ben, il faut dire que parmi ces hommes, parmi ces femmes, désormais, il faut que nous ayons conscience qu'il y a aussi des Congolais. L'émotion que nous avons, qui peut parfois être dissipée en disant, bon, ce ne sont que les autres, mais désormais, on comprend que c'est une émotion totale, puisque parfois, ceux que nous désignons comme étant les autres qu'on voit sur ces images, qui périssent dans la mer, mais il y a aussi nos frères, nos sœurs, qui viennent du Congo-Brazzaville, qui viennent du Demfondo, qui viennent de Depena, qui viennent de Dongu, qui viennent encore je dirais, de Kakamweka, parce qu'ils ont voulu avoir mieux, ou qu'ils ont voulu, je dirais, vivre une vie meilleure. Merci, Pouchkine, pour cette participation. Le Maroc ou la Libye est comparable à la porte de non-retour pour nos jeunes. Une fois dans ces deux pays, personne ne veut plus reculer. C'est vrai. La politique de la bonne gouvernance reste l'une des clés pour endiguer ce fléau. Mais Pouchkine, je veux revenir sur ce que je disais déjà tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est à Dave ou à Armand, je ne sais plus. La bonne gouvernance aujourd'hui, ça fait 50 ans que ces pays ne sont pas bien gouvernés. Est-ce qu'on peut espérer une bonne gouvernance, Pouchkine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Non. Nos pays ont plus de 50 ans. Or, en 50 ans, je pense qu'on a plus envoyé des hommes et des femmes vers l'extérieur que ceux qui sont restés dans le pays. Donc, Pouchkine, je suppose que la bonne gouvernance est une des clés, sans doute, mais je pense aussi que l'action citoyenne devrait compléter cette bonne gouvernance. Il faut quand même que nous soyons lucides. Cette bonne gouvernance, nous ne l'aurons pas d'ici 10 ans ou 20 ans. Nous l'aurons peut-être d'ici 30, voire 50. Il faut peut-être un siècle pour arriver à une bonne gouvernance. Donc, pendant les 50 ans qui vont compléter ce siècle, ben, il faut dire aussi que les hommes continueront à partir. Donc, ce n'est pas toujours, à mon avis, la bonne gouvernance qui devait être au cœur des préoccupations afin d'endiguer ce fléau, mais je pense aussi que l'action citoyenne de sensibilisation dans les familles, de sensibilisation, je dirais, dans les quartiers, dans les églises, qui permettrait, dans les lieux de sociabilité, dans les écoles, qui permettrait sans doute de contribuer à endiguer. Bien sûr que la responsabilité première est celle des gouvernants, mais vous comprenez aussi que nos gouvernants ne les assument pas. Je vous mettrai au défi de savoir si
l'ambassade du Congo au Maroc est déjà au courant de ce qui se passe? S'ils sont au courant, connaissent-ils vraiment ces hommes qui sont partis? Quelles sont les démarches qui ont été faites? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. Comme disait quelqu'un, je pense qu'ils s'en foutent. S'ils s'en foutent, mais comme a dit Sassou Nguesso la dernière fois, bien souvent, nous-mêmes, si on ne peut plus compter sur eux, je pense qu'il faut que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en main, nous prendre en charge afin de pouvoir trouver des solutions ou des palliatifs à ces questions qui aujourd'hui envahissent notre environnement ou encore préoccupent. Bakalia dans Tsakala, ils partent de Total, de là où ils atteignent N'Djamena, puis le désert. C'est vrai, mais enfin, le désert, on en a beaucoup parlé de ces drames du désert. Après le désert aujourd'hui, c'est la mer aussi qu'on évoque. Roland Landry, dans leur tête, mourir sans voir Paris, c'était un grand péché. Ben, on a toujours dit ça, toutefois qu'on était jeune, mourir sans voir Paris. Alors il faut dire qu'aujourd'hui, mourir finalement dans la mer sans voir Paris, je ne vois plus où est le péché, puisqu'on n'y est pas arrivé. Donc, encore, quand on arrive à la limite, à ce moment-là, le péché est absous, puisqu'on arrive à Paris, on a l'absolution. Mais tant qu'on n'y est pas, qu'on meurt en route, ben vous voyez que Roland Landry, c'est quand même quelque chose de plus que regrettable. Bakala dans Tsakala, oui, vous avez raison, il y a beaucoup des nôtres. C'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression que ce sont que les autres qui partent. On a eu l'impression jusqu'à maintenant que ce n'était que les Sénégalais, ce n'était que des Maliens, des Nigériens, des Nigérians ou encore des Ivoiriens qui partaient. Or, là, ben, les gars, c'est aussi des nôtres qui partent. À ce moment-là, ben, il faudrait, comme le veut nos traditions, souvent quand il y a de tels drames, nos autorités n'organiseraient peut-être pas une conférence pour trouver des solutions à ces questions. Nos autorités ou encore nos chaînes locales n'organiseraient peut-être pas, je dirais, des plateaux afin de pouvoir mettre une parole, mais ce dont nous sommes sûrs, nous, aujourd'hui, nous savons que souvent, quand il y a un drame dans la famille, il faut toujours se réunir et mettre une parole sur ce drame et sur ce qui nous arrive en ce moment par rapport à cette information que nous avons eue ce matin concernant ces compatriotes qui sont morts au large du Maroc. Mais on ne peut pas rester dans l'indifférence. Voilà. Dave Kipiala, c'est vrai mon frère Cyr, mais j'ai fait l'Égypte pour arriver en France et j'ai fait 4 ans et 8 mois. Mais de mon premier retour au Congo, j'ai essayé de dissuader d'autres frères de ne pas faire comme moi. Ils ont cru que j'étais jaloux d'eux, qu'ils ne voulaient pas me ressembler. C'est très difficile de dissuader ces jeunes déjà engagés une fois de plus. Merci Zanati. Alors Dave, c'est vrai, c'est bien aussi de nous donner votre expérience. Hein. Vous êtes parti, comme vous le dites, de l'Égypte. Vous avez fait 4 ans et 8 mois pour arriver à Paris. Les gens n'imaginent pas, en fait, tout ce que vous avez pu vivre dans ces pays-là, tout le temps qu'il fallait supporter, notamment sur ce trajet qui a duré 4 ans. C'est vrai que pour ceux qui arrivent à le passer par l'Égypte, encore, c'est un peu plus compliqué par rapport à Paris. Pour ceux qui arrivent au Maroc, comme je disais, le Maroc, comme chez les Congolais notamment, dans la communauté, c'est des demi-Schengen. Le voyage est déjà fait quasiment à moitié sur les 3/4 parce que pour atteindre l'Espagne, on n'est plus trop loin. Donc là aussi, c'est vrai que quand vous leur dites, vous, que vous avez passé 4 ans d'Ève et 8 mois, ils se disent, mais on est pour arriver déjà du côté du Maroc, c'est quasiment en 4-5 heures, on y est arrivé. Et on s'imagine que l'heure d'après, on peut prendre un bateau et peut continuer vers l'Europe, ce qui est en soi dramatique. C'est aussi peut-être ça, cette notion de distance. Il faut aussi dire, Dave a raison, c'est que dans nos pays, même ceux qui sont rentrés en Europe normalement, qui n'ont pas connu toutes ces difficultés que nous explique Dave, ces 4 ans et 8 mois de chemin pour arriver à Paris, qui n'ont pas connu toutes ces difficultés qu'on voit, qui sont arrivés, je dirais, dans des conditions quasi idylliques, en fait, avec tout réuni. Quand vous repartez, quand vous dites aux gens, ben voilà, moi, je suis arrivé en Europe, j'ai sans doute eu mon visa, je suis arrivé, j'avais une chambre d'étudiant où j'étais chez quelqu'un, j'étais bien accueilli. C'est très difficile, c'est encore plus difficile de croire ce type de personne. Parce qu'on dit, ben, vous êtes arrivé, ça s'est bien passé. Combien de fois, celui qui a passé 4 ans, qui vient d'expliquer, on va dire non, non, à la limite, c'est vrai, mais ça signifie, Dave, on ne peut pas arrêter de parler de ça. Il faut qu'on continue d'en parler. Ça sera difficile. Il faut peut-être attendre 1 ou 2 générations pour que la chose puisse s'ancrer en disant que les choses ne sont pas aussi faciles. Mais toujours est-il que nous, de notre côté, on ne peut pas s'arrêter de parler. Il faut que nous continuions à en parler pour faire les choses.
Rod Gomez, merci de votre participation. Soyons réalistes et lucides. Nous essayons de l'être, mon cher Rod Gomez. Je pense que, certes, qu'il y a une corrélation entre la situation socio-économique, voire politique du pays d'origine et la volonté de partir loin de ses frères, mais les risques que prennent nos compatriotes au Maroc ne sont pas de la seule responsabilité du pouvoir en place. Il y a un problème d'irresponsabilité de la part de nos frères et sœurs qui ne mesurent pas les risques qu'ils ont courus. Il faut un programme de sensibilisation pour éradiquer ce fléau. Rod Gomez, vous avez dit tout et en même temps, on se dit, bon, comment prendre cela? Vous avez bien dit les choses. La responsabilité, elle est partagée. Les gouvernements et la leur, il faut aussi prendre en compte la responsabilité individuelle. Il est vrai que dans nos pays, nous sommes des sociétés qui prennent en compte le groupe. L'individu n'existe que par rapport au groupe. Donc, on suppose que chaque membre du groupe a un mot à dire sur la vie de l'individu. Quand vous arrivez ici en Europe, on vous fait comprendre que chacun est libre et responsable. Les gens qui partent, tant qu'ils sont majeurs, à la limite, je comprends ce que vous voulez dire, Rod Gomez, il est de leur responsabilité d'assumer ce qui peut leur arriver. Certes, cependant, on ne peut pas toujours, face à ce drame, pointer les responsabilités de départ quand on sait que notre modèle social privilégie la parole du groupe que la parole individuelle. Il est aussi normal que nous respections chacun dans le choix qui est le sien de pouvoir se réaliser ailleurs. Or, Rod Gomez, nous partageons cela avec vous. Si le minimum était déjà là où sont ces jeunes dans leur pays d'origine, je ne pense pas que la motivation de départ serait aussi importante que celle que nous voyons aujourd'hui auprès de ceux qui partent ou ceux qui attendent de partir. Quelque part, il faut respecter les gens qui veulent partir, c'est de leur liberté, c'est normal, c'est peut-être un peu compliqué à entendre, mais c'est normal. Les gens sont libres, tant qu'ils sont majeurs, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Cependant, il est du devoir de la société, notamment quand il y a des risques réels et des risques encourus, qu'on connaît, qu'on mesure, qu'on peut appréhender, il est du devoir de la société de pouvoir dissuader ces jeunes de pouvoir partir. On ne peut pas dire la même chose. Aujourd'hui, on peut être majeur et finalement être addict à la drogue, mais ça n'empêche pas à la société. On dit, mais voilà, c'est la responsabilité de chacun, c'est une chose, mais quand on connaît les conséquences au sein de la société, mais il est du devoir de la société de pouvoir protéger en fait ces hommes et ces femmes par rapport à ce que vous décriez, Rod Gomez. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous comprenez qu'il faut peut-être à un moment donné nuancer, on reconnaît la responsabilité de chacun et peut-être aussi l'irresponsabilité, mais n'empêche que la société doit, elle, prendre d'abord ses responsabilités afin de protéger ces hommes et ces femmes qui ont fait le choix de partir alors que les proches en ont encore besoin. Toujours Armand Bouya, l'action citoyenne, nous la menons. La diaspora soutient un nombre de jeunes, mais les moyens ne sont pas infinis. Elle fait tout pour que les jeunes restent au pays. Après, c'est la responsabilité de chacun. Certains, comme c'est de coutume chez nous, partent dans le secret en attendant d'arriver devant la scène pour donner signe de vie. En réalité, nous sommes impuissants face à soi. Alors, Armand, vraiment, merci de pouvoir pointer ça. Il y a un problème que nous constatons dans ces départs, c'est aussi le secret du départ. Il faut quand même dire, Armand, encore quelqu'un qui part clondo, je comprends qu'il ait des raisons de pouvoir ne pas le dire. Mais celui qui part avec un visa, même quelqu'un qui voyage qui a un visa, cache toujours son voyage. Le jour, il ne faut pas qu'on le sache. Je ne sais pas, peut-être que l'avion va tomber dans le désert, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera, mais les cachotteries que nous avons autour des voyages vers l'Europe, aujourd'hui, doivent aussi nous interroger. Si quelqu'un qui va dans la clandestinité, on comprend la clandestinité, le mot a tout son sens. C'est-à-dire qu'on se cache, on ne dit rien, on attend d'arriver en bord de Seine, comme dit Armand, pour pouvoir le crier haut et fort. Comme disait quelqu'un, si vous me permettez, il y a un garçon qui était parti de Pointe-Noire, donc pareil Armand, qui n'a rien dit, qui arrive à Paris. À l'époque, il y avait encore les cabines téléphoniques, donc il achète une carte. À l'époque aussi, au Congo, les gens venaient maintenant d'avoir des téléphones portables où on pouvait appeler sur des fils, qui dit, mais voilà, il appelle, bon, Boudjou, Zonaba, Moumekuma.
Moumeko Makoté, enfin, il disait à quelqu'un de son petit Lucado pour dire, dis, sensibilise le quartier que je suis arrivé en Europe. Voilà, donc ça aussi, ce sont des choses qu'il faut dénoncer, ces cachotteries autour des voyages. C'est vrai que si le projet de voyage est partagé, cela peut peut-être faire en sorte qu'il y ait des gens dans la communauté qui puissent réagir ou encore dissuader celui qui part. Or, si c'est un projet qui est secret, alors le secret est même gardé par celui qui a son visa en bonne et due forme, qui est convaincu et sûr qu'il arrivera à Paris ou à Bruxelles ou à Londres, je ne sais pas trop où, mais qui cache ce voyage par peur de je ne sais pas trop quoi. Et cette peur, c'est vrai, est tellement ancrée chez nous, ce qui fait que ceux qui partent ne le disent pas. S'ils ne le disent pas, Armand, vous avez tout à fait raison, on ne pourra pas le dissuader, on ne pourra pas en fait endiguer le phénomène parce que c'est un projet qui est secret. Parfois, au niveau de la famille, personne n'est au courant, on vit ça tout seul, sinon avec des amis extérieurs, et ce n'est qu'une fois arrivé en bord de Seine, ou encore en bord de la Tamise, ou encore en bord du Rhin, qu'on arrive maintenant à donner l'information comme quoi je suis bien arrivé, et à ce moment-là, tout le monde est content, et les gens commencent à espérer. Or, on se rend bien compte que parfois cet espoir peut s'arrêter en cours de route, puisque nos compatriotes qui sont partis des côtes marocaines aujourd'hui sont portés disparus, noyés dans la mer, et on ne sait pas ce que les parents vont devenir, qu'est-ce qu'on pourra encore dire. Certains parents peut-être découvriront que cet enfant qu'on ne voyait plus dans la ville était finalement parti, ou cet enfant qui nous a dit aller au Maroc pour les études était finalement en route pour l'Europe. Vous voyez, tout ça, ça crée une situation assez compliquée. Merci à Joe Washington Ebina qui est là. Alors Joe, ce serait aussi bien de voir vous du côté de la fondation Ebina, vous qui êtes assez sensible et au concret des jeunes, comment prendre en compte ou prendre en charge cette problématique du départ des jeunes, puisque Joe Ebina, je rappelle donc que nous traitions ce soir sur Ziana TV cette information qu'on a rendue publique ce matin. 6 jeunes Congolais sont décédés dans la Méditerranée parce qu'ils voulaient rejoindre l'Europe et ils sont partis des côtes marocaines et ils n'ont pas pu atteindre les côtes espagnoles puisque leur destination était du côté de Melilla. Alors, Joe Ebina, la fondation Ebina fait beaucoup de choses au Congo. Est-ce que vous pouvez peut-être intervenir, même en écrit, pour nous expliquer aujourd'hui, est-ce que ça fait partie des préoccupations qui sont les vôtres, notamment auprès des jeunes, la sensibilisation sur ces questions liées aux migrations ou à l'immigration? Bakala Diansakala, la porte d'entrée était aussi la Mauritanie. La Mauritanie a fermé ses portes et expulse les candidats pour Ceuta. Oui, il faut peut-être. Alors, c'est vrai que là aussi, on constate Bakala Diansakala, c'est que ces pays qui ont fermé leurs portes, dans quelles conditions expulsent-elles ces candidats pour Ceuta? On ne va pas se les décrire, mais là aussi, déjà, ça devait dissuader des gens qui veulent tenter de partir, parce que je ne suis pas convaincu que du côté de Nouakchott, quand on vous arrête, soit dans le désert, ou on vous arrête même à Nouakchott, même qu'on vous donne, je dirais, un billet d'avion pour le retour, ou encore qu'on vous donne à manger, qu'on vous donne un lit en attendant que vous repartiez, je ne pense pas. Ces conditions sont très, très compliquées et très, très difficiles. Donc, je suppose qu'il est nécessaire pour ceux qui partent aussi de se rendre bien compte que certains pays aujourd'hui n'acceptent plus en fait, de servir les pays de transit, comme nous dit nous de cette information par rapport à la Mauritanie. Et je sais aussi que ce n'est pas dans de meilleures conditions que ces candidats pour Ceuta sont expulsés parce que ces pays-là, je dirais, les droits humains, je pense que ça leur passe au-dessus de la tête. Toujours Bakala Dantsakala, merci vraiment de cette participation. Je vois que c'est un sujet qui nous préoccupe tous, qui préoccupe beaucoup de Congolais. Désormais, vous pouvez aussi télécharger notre application Zoom, ce qui vous permettrait de pouvoir réagir directement sur le plateau quand vous avez quelque chose à proposer, non pas à l'écrit, mais ça peut être aussi à l'oral, soit en vidéo. Voilà donc Pavillon Coucou, dites juste à Sassou de partir, mais Pavillon Coucou, Sassou partira, mon gars. Sassou partira. Le seul problème, même quand il partira, est-ce que cela arrêtera les gens de partir, eux, du Congo pour l'Europe? Je ne pense pas. Quel que soit celui qui viendra après Sassou, ce phénomène devra continuer. Donc, que Sassou soit là ou non, même si lui, il a une part de responsabilité assez importante dans ses départs, puisqu'il n'a pas fait son job depuis 30 ans qu'il est à la tête de ce pays, mais il faut dire que ces départs-là ne dépendent pas directement de sa personne, puisque lui, il partira,
même s'il part demain, après-demain ou dans 2 ans, ces Congolais continueront à partir, puisque même après Sassou, je ne pense pas que le Congo retrouvera ou sera un havre de paix, ou ce sera le nouvel Éden. Je ne pense pas. Le Congo restera toujours dans des conditions assez chaotiques. Donc, les hommes et les femmes partiront. Voilà. Donc, Dio est prêt à réagir en live. Alors, ce qu'on peut faire, Dio, merci, c'est soit de me rappeler sur WhatsApp, on va le faire, puisque je ne suis pas sûr que vous ayez le temps de pouvoir vous installer l'application Zoom. L'information est sur cette page. Je ne sais pas s'il aura le temps d'installer Zoom, mais Dio, on peut se rappeler sur WhatsApp et on pourra mettre le volume afin que ceux qui nous suivent aient cette réaction. Voilà. Dio, il ne faut pas hésiter de rappeler sur WhatsApp pour la réaction. Tom Reynaud, en tant que les dictatures perdureront, les gens continueront à quitter leur pays. C'est vrai. Voilà. Donc, nous avons en ligne Dio Ebina. Dio, bonsoir. Allô? Oui, Dio, bonsoir. Merci d'être réactif, Dio Ebina. Alors, la question que je vous posais directement, c'était de savoir, du côté de la Fondation Ebina, vous faites beaucoup de choses. Y a-t-il des actions de sensibilisation par rapport au drame auquel nous assistons maintenant? Parce qu'on croyait jusqu'à maintenant, c'était que les autres qui étaient concernés, c'est-à-dire les Ivoiriens, les Nigérians. Or là, aujourd'hui, on découvre que 6 Congolais sont morts dans la Méditerranée parce qu'ils voulaient rejoindre l'Europe. Dio Ebina, comment est-ce que du côté de la Fondation, on arrive à traiter ou peut-être attend une prise de conscience par rapport à ces questions, Dio Ebina? Déjà, il faut rappeler que la misère de notre peuple nous concerne. Évidemment, en tant que Fondation Ebina, nous travaillons au plus près des populations, quelles que soient les difficultés que les populations rencontrent, aussi bien dans nos poules, aussi bien dans nos quartiers, dans nos orphelinats et dans les hôpitaux. Donc, l'expression de cette détresse est l'expression simplement d'une jeunesse ou d'une population qui n'a plus d'espoir. Le Congo ne fait plus rêver, au point d'aller mourir en mer. C'est un scandale national, je suis outré, et c'est quelque chose que nous ne connaissons pas en tant que Congolais, c'est quelque chose que nous découvrons. Cela montre à quel point la société congolaise est en perdition, cela montre à quel point il n'y a plus de repères. La solution, ce serait évidemment de continuer à faire un travail auprès de la jeunesse, auprès des populations, pour leur faire comprendre que l'Eldorado, c'est d'abord et avant tout chez soi. Il faut lutter et se battre contre les injustices au Congo pour ne pas penser à aller à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité sur la gestion nationale. Vous savez, beaucoup de personnes ne se sentent pas à part entière dans cette gestion, se sont exclues. Et voilà pourquoi vous constatez que les gens aujourd'hui sont prêts à mourir. Parce que la vérité, c'est bien cela. Voilà. La vérité sur cela, Dio, est-ce qu'il y a des actions concrètes, notamment du côté de la Fondation, par rapport à cette problématique? C'est un cas nouveau. C'est la première fois, c'est aujourd'hui que nous apprenons la situation. Ce que nous allons faire avec la société civile, nous allons nous retrouver pour évidemment essayer de lancer un cri d'alarme. On ne peut que constater la situation. Après avoir récolté le nom des ressortissants congolais et avoir contacté leur famille, il faudrait évidemment que nous puissions faire un cri d'alarme en tant qu'organisation de la société civile pour justement interpeller les pouvoirs publics par rapport à cette situation. Mais vous savez, il faut qu'on soit bien clair. Il est difficile d'empêcher les Congolais de sortir et d'avoir la volonté de partir. Vous savez, lorsque on vit au Congo et on est exclu, on se sent pas à part entière dans la réflexion, dans les décisions, dans l'évolution. À la mesure du possible, je peux comprendre, mais arriver à aller perdre sa vie comme ça, c'est vraiment une honte pour notre nation. C'est une honte. Une honte que nous devons partager tous, puisqu'aujourd'hui, on parle des responsabilités des politiques, vous en tant que société civile, mais les citoyens congolais devraient aussi s'engager dans cette problématique. Tout à fait, mais vous savez, la responsabilité de la vie de chacun, elle nous incombe personnellement. On ne peut pas aujourd'hui laisser notre avenir simplement aux dirigeants publics. Vous voyez très bien que l'incapacité, vous voyez bien que les dirigeants publics sont là pour se servir, ils sont là pour s'enrichir. Donc il faut que chacun de nous puissions prendre conscience de notre avenir. On ne peut pas attendre des politiques l'Eldorado d'un bien-être au Congo. Au Congo, on n'arrive même pas à se soigner correctement, on n'arrive même pas à se nourrir correctement, on n'arrive pas à vivre correctement. Regarde les maisons, les érosions et tout le reste. On a l'impression que les populations sont abandonnées. Donc il faut soi-même trouver des solutions dans les collectivités, trouver des solutions dans des réflexions un peu dans certains quartiers pour essayer de sortir de cette misère. Donc nous allons évidemment interpeller les pouvoirs publics.
République. Mais à la fin, il faut que chaque Congolais comprenne qu'il faut lutter pour un bien-être social au Congo. Lutter pour le bien-être social au Congo, dites-vous, Joe Ebina. Il y a Plavio Coucou qui dit une précision, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour la première fois que les Congolais laissent leur vie en Méditerranée. Il y a des décès tous les ans. C'est juste cette fois-ci qu'il y a des médias qui en parlent. Personnellement, je n'étais pas informé qu'il y avait des Congolais qui mouraient de la sorte. Je suis informé aujourd'hui et donc, suite à cette information, nous allons relayer l'information pour qu'il y ait une prise de conscience au niveau de la population. Il faut que le message soit relayé dans les médias, que ce soit relayé dans les organisations des droits de l'homme, mais tout le reste, nous devons plaider une cause de réveil, si vous voulez. Mais je ne suis pas informé de cela et je crois que les pouvoirs publics doivent être les premiers qui doivent justement aborder le sujet avec beaucoup plus de préoccupation. Voilà, une préoccupation qui est aujourd'hui celle de nombreux Congolais. Joe Ebina, comment est-ce que vous avez accueilli cette information personnellement, en fait, en découvrant cela? Non, écoutez, je suis scandalisé, mais j'attendais des noms, parce qu'on a vu les images, mais ça peut être des images de d'autres pays, mais on attendait des noms. Et là, de plus en plus, il y a des noms qui sortent, il y a des gens qui reconnaissent ces citoyens congolais, et donc on est outrés. On est scandalisé, il faut pas accepter cela. Vous savez, il faut, au-delà de s'indigner, il faut s'engager dans la lutte sociale. Parce que s'indigner ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire que ça se passe. Il faut aujourd'hui interpeller, il faut s'engager, il faut lutter. Sinon, on ne sortira de rien. On ne peut pas simplement être ému d'une image. Il faut interpeller ceux qui sont dans la Charte de la République pour leur faire comprendre qu'il est inadmissible que les Congolais en arrivent là. C'est ça le plus important. Voilà, le plus important, c'est cela, du côté inadmissibilité, dites-vous, Joe Ebina. Maintenant, concrètement, vous nous dites que vous allez sensibiliser pour intégrer cette question, notamment dans le combat ou dans la démarche qui est la vôtre au sein de la société civile. Est-ce qu'il va y avoir des actions concrètes, Joe Ebina, une fois que cette prise de conscience est réalisée? Oui, la première action concrète, évidemment, c'est que nous allons évidemment analyser la situation, prendre les renseignements qu'il faut, s'informer comme il se doit, mener une enquête pour avoir le nom précisément des personnes qui sont décédées, et ensuite faire une mobilisation au niveau des organisations pour plaider la cause au niveau des responsables publics. Faire évidemment un point de presse pour évoquer ce sujet et informer les populations sur le danger d'espérer aller vers ces pays-là pour s'en sortir. Il faut qu'on travaille sur une mobilisation, sur une information qui sera généralisée. Une information qui doit débuter dès le bas âge, Joe Ebina, parce qu'on se rend bien compte qu'une fois qu'on a conscience déjà, quand on arrive à l'adolescence, qu'on a conscience que les choses vont devenir difficiles, là déjà, le projet du voyage commence à se faire. Oui, mais le projet du voyage se fait aussi par une réalité sociale qui est difficile. Il ne faut jamais oublier que ces gens partent simplement parce que là où ils sont, ils se retrouvent pas. Donc il y a un travail à faire aussi au niveau de la gestion publique. Bon, ça c'est un travail que nous dénonçons au quotidien, mais il faut que nous, organisations, nous puissions aussi travailler sur une pédagogie. Malgré toutes les misères du monde, on ne peut pas aller tenter sa vie en traversant la Méditerranée, ce n'est pas possible. Au-delà de toute misère, nous devons faire comprendre à notre jeunesse que la solution ne se situe pas en France, la solution ne se situe pas en Europe, la solution se situe ici. Écoutez, lorsque les Sud-Africains étaient opprimés dans l'apartheid, ils n'ont pas quitté l'Afrique du Sud. Lorsque les Noirs américains étaient opprimés dans les droits civiques, ils n'ont pas quitté les États-Unis. Lorsqu'au Congo nous sommes opprimés par rapport à cette réalité, nous devons nous battre. C'est une lutte qui prendra le temps qu'il prendra, mais nous devons trouver des solutions chez nous. Trouver des solutions chez nous, Joe Ebina. Très souvent, nous sommes dans une société où aussi le groupe a une place et une parole importante par rapport à l'individu. Or, on se rend bien compte que la situation sociale fragilise en même temps les familles. On se rend bien compte que si la cellule familiale ou si le groupe lui-même n'est pas assez fort, ce sera difficile de dissuader des individus de ne pas partir. Tout à fait, mais vous savez, les familles aujourd'hui sont disloquées. Il n'y a pas d'emploi dans les familles aujourd'hui sont disloquées, il y a beaucoup de vices aujourd'hui au niveau du Congo. Vous voyez, on se rend compte que notre pays est rentré dans un déclin très avancé. Des croyances bidons, manque d'emploi, manque de travail, l'école est précaire, l'accès aux soins est précaire, donc les familles sont disloquées. Mais cependant, est-ce qu'il faut pour autant abandonner? Est-ce qu'il faut pour autant partir? Je considère que non. Je considère que nous devons lutter. Il ne faut surtout pas autoriser aux dirigeants publics le droit de diriger nos vies de la sorte. Il ne faut pas se laisser aller, il faut se battre. Moi, je considère que seul le combat pourra libérer
la jeunesse congolaise, soit le combat pour un bien-être social, pour une évolution, pour un libérer. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre solution. La fuite n'a jamais rien résolu. Fuir le Congo pour aller chercher le bonheur ailleurs ne va pas résoudre les problèmes. C'est pour ça que je le dis, et vous qui êtes à diaspora, je vous le répète, la lutte doit se faire, c'est vrai, de partout, mais surtout au Congo. Donc à cette jeunesse, il faut leur faire comprendre, il faut toujours continuer à travailler pour dire que la solution est au Congo. Ça prendra le temps que ça prendra les vies que ça prendra, mais nous nous battrons toujours pour qu'un jour, les générations à venir, nos enfants et les générations à venir, au Congo, cet espoir qui est tant recherché. Dieudonné, très souvent, quand on parle de diaspora, on voit toujours Paris. Or, aujourd'hui, les drames que nous vivons, auxquels nous assistons aujourd'hui, partent du Maroc. Est-ce qu'il faudrait une action particulière, notamment des autorités ou peut-être de la société civile, sur le territoire marocain en termes de sensibilisation? Parce que nous savons qu'au départ, les Congolais qui allaient au Maroc y allaient pour les études. Désormais, en tant que pays de transit, certains y vont pour d'autres projets. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une action spécifique à faire, notamment en direction des compatriotes qui sont installés là-bas? Il y a un travail à faire des deux côtés, aussi bien au niveau du départ ici qu'au niveau du départ là-bas. C'est vrai qu'aller au Maroc aujourd'hui, il y a une facilité au niveau de l'octroi du visa et tout le reste, c'est bien connu, mais là n'est pas la solution. Je crois qu'il y a un travail à faire au niveau des autorités, au niveau du Maroc, au niveau du Congo également. Ce n'est pas simplement là-bas, c'est ici aussi. C'est un travail en amont de plusieurs secteurs. Il y a un grand travail à faire dans les universités, dans les familles. Il y a une sensibilité nationale qui doit se prendre, qui doit aujourd'hui arriver. Vous savez, moi, je ne serais pas surpris qu'on entende au niveau de la Libye également, il y a des Congolais là-bas, ou il y a des Congolais qui sont dans cette traite d'humains. Donc, je ne serais pas surpris. Mais simplement, notre misère est la raison pour laquelle tous ces Congolais vivent cela. Mais pour autant, je tiens à le préciser, pour autant, nous ne pouvons pas abandonner nos vies en allant se jeter dans la mer de la sorte. Et je ne comprends pas. Vous savez, c'est difficile à comprendre, mais moi, je comprends simplement que nos vies, nos pays ne donnent plus d'espoir. Quand l'espoir n'est plus là, il est difficile de faire comprendre. Vous savez, vous qui êtes en Europe, je sais que le message n'est jamais entendu. Dire à un jeune Congolais, ne pars pas en Europe, va-toi au Congo, c'est un message vain. C'est un message qui ne passe pas. On a l'impression que ceux qui sont en France aujourd'hui dans la neige vivent correctement, mais ce n'est pas la solution. Mais malgré cela, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine ne comprend pas cela. C'est pour ça que, bon, on continuera à le dire, mais c'est un message qui n'est pas audible. Un message qui n'est pas audible, Dieudonné. Quand on vous entend, on se rend bien compte que des autorités ne le sont pas. La famille elle-même, c'est un peu compliqué. La société, globalement, elle a du mal à s'assumer, Dieudonné. Finalement, est-ce qu'il faudra attendre une parole qui viendra de l'extérieur? Il faudra attendre une parole de partout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le travail de la diaspora est formidable. Ce travail de sensibilisation, ce travail d'être engagé dans le bien-être au Congo est une très bonne chose. Mais bon, il faut que les partenaires de partout puissent nous aider. On ne peut pas simplement attendre que le Congo trouve des solutions à nos crises. Il faut aussi que le monde extérieur comprenne que la vie humaine, elle est commune. Le mal au Congo est un mal mondial. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait une sensibilisation et puis une mobilisation extérieure aussi. Les droits de l'homme au Congo sont les mêmes droits de l'homme à l'extérieur. Donc, on ne comprend pas pourquoi au Congo, certains sont opprimés, certains sont en prison et d'autres ne le sont pas et tout le reste. Il faut qu'il y ait simplement au niveau sur le plan international un travail également. Parce que le bien-être, il est le bien-être pour tout le monde, pour les populations aussi bien meurtries et tout le reste. Moi, je pense que l'apport, il faut qu'il soit des deux côtés. Voilà. Merci, Dieudonné. Je rappelle donc que vous êtes le président de la Fondation Ebina. Vous êtes intervenu, je dirais, un peu comme par hasard, en tombant sur ce sujet que nous proposons aujourd'hui par rapport à ce drame qui est vécu par ces Congolais qui sont morts en Méditerranée, et que vous vouliez réagir au nom de la Fondation. Et vous nous annoncez ce soir, Dieudonné, que du côté de la société civile, notamment dans le cadre que le vôtre, il y avoir une action et surtout une sensibilisation par rapport aux jeunes Congolais sur cette question. Une prise de conscience s'impose et surtout des actions concrètes afin de sensibiliser les jeunes du Dieudonné. Tout à fait, tout à fait. C'est une responsabilité tout à fait nationale et commune. Nous ne pouvons pas abandonner une jeunesse qui aujourd'hui est en perdition, en croyant traverser la Méditerranée pour trouver le bonheur. Encore merci pour votre participation, Dieudonné.
Voilà, mesdames, messieurs, donc oui, Joe Bina, mais Merci, sinon merci bien. vous pouvez rester avec nous au Eh cas bien, où merci. au cas où il y a des réactions, Joe, vous pouvez rester, hein, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, d'accord, Voilà, d'accord. vous pouvez Il n'y a pas de rester problème. parce Je vais que suivre votre débat. voilà, vous Oui. pouvez rester, Joe, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous interpelle, Pavillon Coucou, qui dit, Monsieur Bina, la solution se traite à la racine, pas sur les branches. Oui, mais il est facile de dire cela, mais aussi bien, il faut travailler de tous les côtés. On ne peut pas abandonner un combat simplement dans une zone ou quoi que ce soit. Je crois que les branches aussi servent à quelque chose. Les branches sont le fruit de la racine. Donc il faut travailler dans tous les secteurs, aussi bien la racine, aussi bien sur les branches. Mais vous savez, combien de personnes atteignent la racine? Là est le grand problème. Voilà, combien de personnes là, on reste assez énigmatique, combien atteignent la racine, mais enfin au moins des racines arrivent des branches ou des branches partent vers les racines, c'est dans les deux sens du webinaire. Restez avec nous, Dio, parce qu'il y a pas mal, il y a pas mal de choses qui arrivent de plus en plus. Il y a Dave Kipiala qui dit je salue le courage et les actions menées par Dio Washington et Bina pour venir en aide aux Congolais de la basse classe, mais là où je ne suis pas sûr, pour nous, diaspora, d'aider nos compatriotes au pays, alors que les dirigeants ne nous donne pas la possibilité d'investir dans notre pays, que les étrangers sont bien acceptés. C'est triste de dire ça. Oui, ben c'est une réalité, mais vous savez, rien ne sera jamais donné aux Congolais. C'est-à-dire, Oui, il faut lutter parce que nous comprenons très bien que je dis simplement qu'on ne peut pas penser qu'aux Congolais, les dirigeants congolais ne facilitent toujours pas la tâche aux membres de la diaspora de venir s'installer, même aux Congolais sur place. Il y a un grand conflit d'intérêts ici. On a l'impression que travailler avec des étrangers, c'est beaucoup plus facile et il y a beaucoup plus de corruption facile installée. Donc, s'il faut lutter, moi je considère que rien n'est facile, rien n'est donné. Il faut dire aux Congolais qu'il faut s'arracher la lutte, il faut s'arracher le bien-être au Congo. Ça ne sera jamais donné. voilà, un bien-être qui ne sera jamais donné. Dieu et Bina, on va aussi profiter, tant que vous y êtes, c'est souvent vous qui nous sensibilisez sur les questions sociales au Congo. Notre thème principal ce soir, c'est déjà ces drames qui sont passés sur la Méditerranée, mais on sait aussi que la situation sociale sur place facilite ou encourage ces départs. Dieu et Bina, la question des ravins, on vous a vu du côté de Mikalou là-bas. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais le problème des ravins est un problème qui est malheureusement atteint un niveau très avancé. Il y a des centaines de maisons qui sont perdues. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur place, vous constatez il y a comme une volonté, bon, mais écoutez, une volonté relativement timide des pouvoirs publics de résoudre le problème, mais on attend pour voir. Il y a une saison sèche, il y a une petite saison sèche qui est actuellement au niveau du Congo-Brazzaville, et nous attendons la reprise de pluie pour voir si le travail qui est fait actuellement pourra améliorer le problème de ruissellement d'eau. Mais on a vu des images des grands travaux expliquant que tout est en train d'être fait afin que la situation devienne anormale. Justement, mais ce n'est pas l'explication que nous attendons, c'est la pluie. C'est la pluie qui nous dira si vraiment ce travail qui est fait actuellement pourra atténuer l'ampleur des érosions. On ne peut pas s'arrêter à des discours de responsables. Il faut attendre la nature, il faut attendre la pluie pour constater sur le terrain si vraiment le travail qui est fait est un travail qui est cohérent. Duebina, votre fondation gère énormément de questions, notamment sur le plan social. La situation sociale aujourd'hui des Congolais, notamment à Brazzaville, ce que vous voyez, on sait qu'on est déjà dans le fond, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Non, la situation est préoccupante. Vous savez qu'au Congo, il y a une forte crise. Il y a énormément de secteurs où les gens ont de nombreux mois impayés. Les salaires sont payés difficilement. Donc, il y a une crise très, très importante au niveau du Congo. Donc, la situation sociale est précaire. Il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que c'était il y a quelques années. Hein. Et aujourd'hui, avec la mauvaise gestion et tout le reste, eh ben, les Congolais vivent dans une grande précarité. Dans le dernier discours du président de la République, le 30 décembre, hein, il expliquait plus ou moins toute la volonté de pouvoir reprendre en main l'administration afin qu'elle soit plus performante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des bribes, je dirais, d'avancées dans ce sens-là, notamment au niveau de la gouvernance du webinaire? Est-ce qu'il y a des choses qui se voient? Non, nous attendons pour voir. Pour l'instant, il n'y a rien de concret pour confirmer les tirs du président de la République. Vous savez, ça fait plusieurs années que le président tient un discours élogieux sur l'évolution des institutions et l'évolution de la gestion dans sa transparence. Sur le terrain, on ne le constate pas. Donc, on attend pour voir. Pour l'instant, c'est des grands. Et sur le terrain, il n'y a pas encore de grandes réformes. C'est ce que nous attendons pour voir. Pour l'instant, je ne peux pas aujourd'hui garantir ou je ne peux pas aujourd'hui affirmer qu'il y a de grands changements. Absolument pas.
Duebina, pour revenir sur la thématique et la note ce soir, il y a Thierry Mapingu Mitumbi qui dit la chose suivante. Cette actualité qui bouleverse le paysage politique ne doit pas être une surprise dans ce contexte chaotique au Congo. Par contre, je trouve dommage que les Congolais se lèvent maintenant alors que la crise migratoire existe depuis longtemps. On n'a pas pu prévenir le risque de voir ce phénomène arriver chez nous et à mon humble avis, c'est un problème qui touche le continent africain d'abord et qui doit être géré dans son ensemble. Mais oui, mais vous savez, le problème de la misère n'était pas un problème d'aujourd'hui. Vous savez, la mauvaise gestion dans les pays entraîne souvent ce genre de crise. Ce n'est pas étonnant. Moi, je ne suis pas étonné qu'il y ait cela, mais je suis étonné qu'on arrive à ce niveau-là. Cela montre à quel degré la misère au Congo a pris de l'ampleur. Vous savez, lorsque les nations sont mal gérées, lorsque les nations sont gérées dans l'opacité, dans la corruption et dans le reste, dans la mauvaise gestion des élections et tout le reste, lorsqu'il y a des injustices partout, des guerres et tout le reste, ça entraîne justement ce genre de cataclysme. Donc moi, je suis scandalisé simplement du fait qu'aujourd'hui, nous avons changé d'étape. L'étape aujourd'hui au niveau de la mort au point où les gens sont prêts à traverser la Méditerranée. Mais on n'a pas vécu ça. Donc, on n'a jamais connu ce genre de cataclysme. Donc, il faut souligner. Mais je pense que c'est quelque chose de tout à fait nouveau chez nous. C'est tout à fait nouveau. Il y a Hollywood Back, Simi Fozone, qui dit bon, travailler en quoi? Nous sommes un peuple très frémard. On réagit juste parce qu'il y a des Congolais qui sont morts, en fait. Sinon, on serait indifférent, peut-être, dirait-il. Alors, je ne vous ai pas bien suivi. Vous pouvez reprendre. Voilà, non, non, il y a l'autre qui dit nous réagissons parce qu'il y a des Congolais qui sont morts dedans. Sinon, à la limite, les Congolais ont été indifférents jusque-là par rapport à tout ce qu'on a pu avoir. Non, 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 je crois que c'est faux. Je crois que c'est totalement faux. Nous sommes Congolais. Il est évident que nous réagissons par rapport à nos compatriotes. C'est tout à fait humain et naturel. Regardez à travers le monde, lorsqu'un Américain est touché, c'est pareil, c'est pareil. Nous sommes Congolais et notre sensibilité est encore beaucoup plus grande. Nous réagissons en tant qu'êtres humains, c'est vrai. Nous avons réagi par rapport à ce qui se passe en Libye, mais lorsque ça touche nos compatriotes, nos frères et nos sœurs, nous devons réagir encore plus. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas aujourd'hui nous enlever cette volonté, ce patriotisme qui nous interpelle encore plus qu'il s'agit de nos semblables, de nos compatriotes. Alors, Duebina, souvent on dit chez les Congolais, il y a l'émotion. Une fois que l'émotion sera passée, on repartira. Il faudra attendre un prochain drame pour se réunir et encore s'émouvoir. Mais écoutez, ça dépend à qui on le dit. Les organisations de la société civile aujourd'hui dans les droits de l'homme, nous n'arrêtons pas de le dire. C'est vrai que nous ne sommes pas totalement rejoints par tous, mais ceux qui ont la volonté et le courage de changer les choses le disent. Je ne pense pas que nous arrêtons, au contraire, il faut simplement rappeler que nous n'avons peut-être pas toujours l'accès dans les médias ou la possibilité de libre accès dans les médias pour exprimer nos opinions, mais il y a au Congo des gens engagés au bien-être social. Donc il est faux de penser que ça s'arrête, absolument pas. Au contraire, ça ne s'arrête pas, nous continuons à dénoncer jusqu'à un jour qu'il y ait un respect des droits de l'homme, qu'il y ait un respect de la dignité humaine au Congo. Duebina, par rapport à ce que expliquait Thierry Mapingu, qui dit, ben voilà, ce n'est pas un problème que national, mais c'est au niveau, je dirais, continental. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, le niveau de l'Afrique centrale était plus ou moins préservé par rapport à ces drames. Est-ce que vous estimez qu'il faudrait là aussi peut-être avoir une action au niveau de la CEMAC afin de prendre en compte cette réalité? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu d'image ou entendu parler de Gabonais, encore moins peut-être de Camerounais, mais enfin, est-ce qu'au niveau de la CEMAC, il doit y avoir quelque chose? Non, vous savez, je ne donne pas beaucoup de crédibilité à la CIMAC, dans la mesure où, que fait la CIMAC concrètement sur l'évolution des nations? Absolument pas. Que fait la CIMAC sur les violations de droits de l'homme? Absolument rien. Donc il ne faut pas compter sur ces grandes organisations qui ont que pour nom ces grands noms. Moi, je considère simplement que les populations sur le terrain ne constatent pas d'amélioration suite à ces organisations, suite à ces contrats, à ces contacts avec ces pays africains. Non, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Arrêtons de donner de l'espoir aux organisations africaines qui malheureusement ont prouvé sur le terrain que ces organisations n'ont pas assez d'impact sur le bien-être des populations. Je crois que c'est surtout sur le plan interne. Vous voyez très bien que lorsqu'il y a des problèmes en Afrique du Sud, ils n'interpellent pas l'Union africaine. Ils font un travail
sur place. Et bien nous, c'est pareil. Nous devons, dans nos pays, nous-mêmes, nous engager à travailler sur le bien-être social. Nous ne pouvons plus compter à ces organisations africaines qui souvent sont là pour simplement maintenir au pouvoir tous ceux qui dirigent de longues années. Non, non, non. Je crois que nous devons nous engager nous-mêmes en tant que Congolais et Africains par rapport à nos problèmes dans nos zones. Il faut repartir sur le travail communautaire, il faut repartir sur le travail de zone, le travail de rue, le travail de famille. Il faut repartir à la base. Il ne faut plus regarder simplement cette organisation qui est internationale. Non, non, moi je pense qu'il faut plutôt repartir sur les bases de l'évolution de toute société, c'est-à-dire les ruelles, les quartiers, les arrondissements et tout le reste. Alors, Dieu est bien sauf qu'il faut quand même reconnaître que finalement la décision de rapatrier notamment les Noirs qui étaient en Libye a été plus ou moins prise lors du sommet qui s'est passé en Côte d'Ivoire, sommet Franco-Europe-Afrique. Donc, on dit quand même que finalement, c'est vrai qu'il faut être sur le terrain, je dirais, local, mais au niveau international, on a besoin plus ou moins des autres pour apporter en fait quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Moi, je conteste pas cela, mais je pense simplement que sur le plan international, il y a malheureusement un travail qui est malheureusement fait seulement à la fin, lorsque le drame arrive. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un travail en amont. Le travail en amont ne peut pas se faire simplement sur le plan international. Moi, je pense que sur le plan interne, il y a un travail en amont qui doit être fait. Évidemment, avec l'impact sur le plan international, il y a beaucoup plus de moyens, il y a beaucoup plus de coalitions. Mais moi, je parle plutôt sur la base. Je parle de la genèse des problèmes. Je ne parle pas simplement de la résolution à la fin. Voilà. Partir de la genèse du webinaire, on se rend bien compte aussi que finalement, cette problématique va occuper une place très importante, mais aussi, est-ce qu'on va rentrer dans une sorte de hiérarchie? Parce que quand on voit la situation sociale du Congo et se dire, mettre cette question de migration à l'ordre du jour et en tant que préoccupation nationale, peut-être les gens vont dire, ben, pour l'instant, mangeons d'abord et trouvons de quoi se soigner avant peut-être d'aller pleurer les morts qui finissent dans la Méditerranée. Non, je pense qu'il ne faut. Non, 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 nous ne devons pas être défaitistes. Je crois qu'aujourd'hui, la raison actuelle, ces citoyens qui sont décédés devraient aujourd'hui interpeller la conscience nationale pour montrer à quel point nous avons perdu les valeurs simplement d'une réalité congolaise. Moi, je pense qu'au contraire, il faut continuer à sensibiliser, quel qu'en soit le résultat, quelles qu'en soient les conséquences, nous ne pouvons pas ignorer la perte de ses compatriotes. Il faut évoquer cela parce que évoquer ce problème, c'est aussi préserver la vie d'autres compatriotes. D'autres compatriotes aujourd'hui qui peuvent aussi être en Libye, qui peuvent aussi être ici, qui voudraient aussi partir par le biais de ce chemin-là. Il faut préserver cela en les sensibilisant, en leur faisant comprendre que c'est dangereux. Au péril de votre vie, vous ne pouvez pas aller jusqu'à là-bas. Donc tout ça, c'est un travail. Maintenant, si le message ne passe pas, au moins nous aurons la conscience tranquille d'avoir essayé. Parce que nous n'avons pas, nous, en tant qu'organisation, nous n'avons pas la décision finale. Il y a quand même dans ce pays des dirigeants qui ont un peu plus d'impact, qui ont un peu plus de moyens pour faire beaucoup plus de choses. Mais nous, au niveau de notre organisation, nous avons un travail de plaidoyer, un travail de sensibilisation que nous avons obligation de faire pour faire comprendre à cette jeunesse qu'il faut changer le concept de réflexion. Djoebina, pour revenir à la réalité congolaise, votre organisation a mené un plaidoyer et une campagne en faveur des prisonniers politiques. Quelle est la situation aujourd'hui après la libération du colonel Picard? Nous attendons, comme je vous ai dit, vous avez fait référence au message, au discours du président de la République qui a annoncé un procès pendant le premier trimestre de l'année 2018. Donc nous attendons pour voir si cela est le cas. Mais nous, à notre niveau, nous avons toujours demandé la libération pure et simple des prisonniers politiques parce que nous considérons que ces prisonniers sont arrêtés d'une manière arbitraire. Et d'ailleurs, nous avons même évoqué un sujet qui est préoccupant, c'est le sujet du journaliste Fortuné Dombé. Nous n'avons pas compris comment le pasteur Doumé qui a été amnistié par rapport à ce qui s'est passé, mais malheureusement, tous ceux qui sont en relation avec lui sont toujours en prison. Dans le président d'une organisation de la société civile, le président Boyi, Mianazami Boyi, qui est en prison. Nous avons évoqué le cas de Fortuné Dombé, qui est malheureusement actuellement dans une situation très alarmante parce qu'il est hospitalisé. Donc, nous sommes très préoccupés par rapport à cette situation-là. Donc, nous considérons simplement que s'il y a des avancées, il faut qu'il y en ait très vite parce que vous constatez que la maison d'arrêt est devenue un mouroir.
Est-ce que vous avez des nouvelles en dehors de Fortuné Dombé, Paulin Makaya et tous les autres? Est-ce qu'il y a des cas particuliers qui nécessitent aussi une attention? Ben oui, dans les organisations de la société civile, nous avons la DUC. La DUC est une organisation qui est affiliée, qui est dans notre plateforme et qui travaille directement avec le monde carcéral. Et nous sommes préoccupés par l'état de santé de plusieurs personnes à la maison d'arrêt. Monsieur Bananganzala n'est pas en bonne santé, Monsieur Jean-Gabriel n'est pas en bonne santé et bien d'autres. Donc, vous savez, au niveau de la maison d'arrêt, il y a un grand problème au niveau de l'infirmerie. Il y a un grand problème au niveau des soins. Donc, les personnes là-bas, leur santé est précaire. Voilà pourquoi nous voulons éviter tout drame. Le drame aujourd'hui, ce serait qu'il y ait encore d'autres pertes. Donc, il faut libérer toutes ces personnes-là qui, pour nous, sont considérées comme étant des prisonniers politiques et pour une cohésion et pour un pays qui devrait créer la confiance au niveau des investisseurs et relancer l'économie nationale, nous considérons que ces prisonniers sont des prisonniers de trop. Nous demandons leur libération pure et simple. Pour l'instant, à la place de la Libération, vous allez avoir un procès. Est-ce que vous vous préparez aussi à vivre ces moments? Mais écoutez, nous regardons, nous sommes toujours à l'écoute, nous regardons ce qui se passe, nous regardons et nous essayons toujours de faire attention au respect des droits des citoyens. C'est ce qui nous importe le plus. Donc nous regardons et nous souhaitons simplement qu'il y ait une libération. Vous savez, nous ne donnons pas le discours de procès, nous donnons un discours de libération des prisonniers politiques. Donc lorsque le gouvernement ou le président de la République parle de procès, nous attendons pour voir, pour savoir si les droits sont sauvegardés et si à la fin il y a vraiment un respect au niveau de cette institution-là. Dieu est bien, nous savons aussi qu'en ce moment, quand il pleut à Brazzaville, c'est la grande catastrophe. Est-ce que vous, du côté de la Fondation, vous avez en ce moment des situations à gérer par rapport à cette question des pluies, en fait, qui crée de la misère ou des désastres dans certaines familles? Au quotidien, nous avons des demandes d'aide, pas seulement au niveau des inondations, mais lorsque vous parlez des inondations, nous avons des demandes de matelas. Nous avons des demandes de matelas par rapport à certaines zones. Vous savez bien qu'au niveau de Brazzaville, toute pluie est une catastrophe. Il y a des quartiers qui ont même été surnommés Simbapel, pour montrer à quel point c'est une catastrophe. Mais au niveau de la Fondation, c'est vrai qu'on nous donne beaucoup de responsabilités, mais nos moyens ne sont pas énormes. Donc, nous travaillons autant que l'on peut. Lorsque nous pouvons trouver quelques possibilités pour alléger la situation de certaines familles, nous donnons un ou deux matelas, quelques familles. Mais pour l'instant, la situation est précaire et au niveau des inondations, c'est vraiment devenu un drame. À chaque pluie, il y a vraiment des grandes catastrophes. Jébina, vous avez sur le plan sanitaire l'ancien SES il y a quelque temps d'une jeune fille, d'une enfant. Où est-ce que vous en êtes? Nous avons reçu la moitié des fonds. Vous pouvez peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent, puisque nous avons pas mal de monde qui nous suivent en ce moment, ce qu'il en était, ce que vous avez besoin. Bon, déjà, il faut savoir qu'au niveau de Brazzaville, pour beaucoup qui ne savent pas au niveau de la diaspora, beaucoup le savent également, mais au niveau de Brazzaville, il n'y a pas d'assistance sociale. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez un enfant malade, si vous n'avez pas de moyens pour soigner votre enfant peut se retrouver à la morgue quelques minutes après. Donc, il faut qu'il y ait une mobilisation, une solidarité au niveau des populations, au niveau des quartiers, au niveau des organisations. Nous avons dédié notre action auprès des démunis au niveau du Congo. Donc, le cas qui est arrivé, c'est le cas d'une petite fille qui, malheureusement, n'a pas d'anus. Donc aujourd'hui, elle a un problème de rejet au niveau des animaux, elle n'a pas d'anus. Donc il faut faire une opération assez rapidement. Donc ce que nous avons prévu de faire, c'est de la citer déjà pour préparer l'opération et de lancer un SOS pour récolter des fonds. Nous sommes très heureux aujourd'hui de savoir qu'il y a la participation de certains citoyens. Nous avons reçu la moitié des fonds. Le coût de l'opération est estimé à peu près à 1 million par là, à 1 million. Donc, nous avons reçu à peu près la moitié des fonds et donc nous continuons à interpeller d'autres Congolais pour se mobiliser. Vous savez, lorsqu'on est de la diaspora, il faut toujours savoir une chose. La meilleure façon d'aider les gens au niveau du Congo, c'est de s'engager à une assistance financière. Parce que lorsque vous aidez les gens en leur envoyant des vivres ou leur envoyant des objets, quoi que ce soit, ces objets ne peuvent pas résoudre dans l'immédiat le problème. Je vous donne un exemple très simple. Il y a à peine un mois, nous avons enterré une dame qui était responsable d'un orphelinat, Maman Pierrette. Aujourd'hui, elle a laissé une vingtaine d'enfants. Mais ces enfants-là, vous ne pouvez pas leur emmener des lits ou ne pouvez pas leur emmener des habits. Ces enfants ont besoin de nutrition. La nutrition, c'est de l'argent. Un orphelinat comme ça, c'est à peu près 10 000 francs par jour. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais lorsque vous en avez plusieurs, ça fait quand même nombre. Donc voilà. Et nous sommes engagés aujourd'hui, mais ce n'est pas facile. Voilà la réalité. Donc, vous relancez un appel à la diaspora, Dieudina.
Oui, la diaspora, moi je vous ai dit, la diaspora, je respecte énormément la diaspora parce que je considère que vous êtes aujourd'hui en train de faire un travail formidable. Et donc, si il y a au niveau de la diaspora des personnes de bonne volonté pour faire des contributions de 20 euros, de 30 euros, de 50 euros, tout est bon, messieurs. Vous savez, notre peuple ne peut pas mourir parce que les dirigeants sont incompétents ou sont insensibles. Nous devons nous relever, nous devons nous lever et dire ce peuple ne peut pas mourir. Nous ferons toujours ce qu'il faut. Donc, vous qui êtes là-bas, tant que vous pouvez, autant que vous pouvez, sauver une vie, c'est sauver la nation. Donc, il faut le faire. Il faut contribuer. Nous espérons qu'à la fin du mois de février ou de mars, l'opération se fera. Et nous ne manquerons pas, évidemment, de montrer des images sur le succès que nous attendons par rapport à cette opération. Dieudonné, il y a eu déjà d'autres cas pour lesquels vous avez sollicité la diaspora, où tout s'est bien passé et certaines personnes, parfois certains enfants, ont retrouvé la santé normalement. Est-ce que vous avez quelques nouvelles à nous donner par rapport à ça? Ben oui, c'est toujours un plaisir de savoir que nous mettons à la disposition les membres de la diaspora des numéros de téléphone directs des personnes qui souffrent. Donc, vous pouvez les appeler directement pour savoir. Mais dans la plupart des cas, c'est vrai qu'on a eu des malheureux cas, mais dans la plupart des cas, il y a un retour favorable, il y a une amélioration, il y a une réparation au niveau de certaines déformations, il y a des examens qui sont effectués pour aussi faire des reconstructions au niveau des jambes et tout ça. Donc, tout ça est très favorable. Il faut souligner. Donc, l'apport de la diaspora est vraiment fondamental pour que nous puissions continuer à aider les désœuvrés au niveau du pas les moyens qui manquent au Congo, messieurs. Au Congo, il y a des gens qui ont des milliards dans les comptes, mais ils n'ont pas le cœur de certains. Et donc, je pense que la diaspora est sensibilisée et mobilisée pour que cet amour soit toujours partagé. Vous vivez là-bas dans le Téléthon, vous vivez là-bas dans les restos du cœur. Sachez que nous, chez nous, nous avons de la souffrance et ne nous oubliez jamais parce que la responsabilité du Congo incombe à tout Congolais, quel que soit l'endroit où il est situé ou l'endroit où il est. Alors, pour terminer sur ce volet, Dieudonné, aujourd'hui, déjà, outre ce cas en termes de santé, pour 2018, déjà au niveau de la fondation, quelles sont les actions qui sont prévues? 2018, c'est vraiment l'action directe au niveau des populations dans le pool. Vous savez qu'il y a des personnes dans le pool qui sont toujours désœuvrées. Nous avons des cas de maladie. À peine je vous parle, il y a un enfant à l'hôpital de Makelele qui est hospitalisé justement par rapport à une santé très précaire. Donc, c'est pour dire que nous, la Fondation, nous continuons à travailler avec les déplacés du pool. Pour nous, ça reste une grande préoccupation. Il y a des milliers de personnes qui sont sans abri, qui habitent chez les parents, qui habitent chez les amis, et donc qui demandent notre assistance. Donc, nous, 2018, nous continuerons à les assister jusqu'à ce que ces gens-là repartent dans leur maison. Et aussi, nous considérons que l'État a une responsabilité d'indemniser les familles par rapport au fait qu'ils aient tout perdu. Donc, nous ferons aussi un plaidoyer pour aussi qu'on pense à ces familles-là. Parce que souvent, vous savez, au Congo, on a l'impression que tout se passe simplement dans une certaine région. Les gens se plaignent toujours pour dire que pourquoi au niveau de 4 mars, pourquoi au niveau du Nord, il y a des gens qui sont indemnisés, mais jamais au Sud. Nous considérons que c'est une injustice qui n'est pas normale. Partout où il y a besoin, il faut que tout Congolais soit indemnisé lorsque ce Congolais a perdu ses droits. Donc, nous considérons qu'il faut après envisager assister les populations qui sont déplacées suite à la guerre du pôle. Dieudonné, pour terminer, il faut aussi dire que tout ce que vous faites au niveau de la santé, les compétences, vous les trouvez au Congo. Hein, les enfants ou les personnes sont traitées au Congo. Tout à fait. Nous n'avons jamais contribué à une évacuation. La Fondation Ebila n'a jamais fait d'évacuation à l'extérieur. Tout est fait au Congo. Les opérations se font au Congo. Mais n'oubliez pas, messieurs, nous sommes tous nés au Congo et nous vivons au Congo. Donc, comme quoi, au Congo, on peut aussi avoir de l'espoir pour vivre parce que nous sommes tous là. Tous ces millions de Congolais au Congo se soignent bien sur place. C'est vrai que c'est pas à 100% ce que vous vivez comme en Europe, mais ça reste que le bon Dieu nous garde, il nous préserve très bien et nous sommes là. Et donc, nous continuons à vivre dans nos réalités. Voilà, vous continuez à vivre dans nos réalités. Nous aussi, on va prendre conscience que cette réalité a été assez dure et terrible pour des milliers de Congolais qui ont suivi aujourd'hui. Nous traitions ce soir d'un sujet assez préoccupant, troublant et qui a bouleversé de nombreux Congolais. 6 jeunes Congolais sont décédés le 4 février dernier au large des côtes espagnoles. Ils sont partis du Maroc pour atteindre l'Espagne. Malheureusement, à bord de ce Zodiac, ils étaient au nombre de 47. Parmi les 47, on ne sait pas exactement le nombre de Congolais, mais toujours est-il qu'il y en a 6 qui ont péri. Cette information a été rendue publique aujourd'hui et il était bien normal que nous organisions la parole. Et nous profitions aussi de la participation de Dieudonné pour faire un petit point par rapport à la situation
au Congo. Je pense que nous prendrons un soir afin de pouvoir en discuter et revenir sur cette actualité congolaise qui, elle aussi, est assez houleuse. Merci encore, Dieudina, d'avoir pris le temps. Vous étiez venu juste pour quelques minutes, mais vous avez pris tout le temps. Encore merci pour votre disponibilité, Dieudina. Merci à vous et je compte sur vous pour nous relayer l'information des noms des familles, des personnes qui sont décédées dans la Méditerranée et pour que nous puissions aussi faire un relais et un rapprochement au niveau des familles, pour qu'il y ait un soutien moral au niveau de ces familles également. Merci. Voilà, donc nous lançons aussi par le même temps un appel aux compatriotes de Aïn Seba au Maroc, de Mohamedia, de Casa, de Rabat, de Tanger, tout ça, de pouvoir revenir vers nous afin que nous arrivions ensemble à coordonner l'identification de ces compatriotes qui sont décédés et surtout de sensibiliser le pays pour voir aussi au niveau de la société civile, comme l'a annoncé Dieudina, quelque chose qui peut être fait là-bas afin qu'on puisse mettre un nom derrière chaque visage et surtout que les familles puissent vivre ce drame dans la dignité. Merci à vous qui avez été très, très nombreux. Nous voyons qu'à la fin, vous étiez plus de 1000 à nous suivre. Nous voyons aussi que vous avez posé toutes les questions, vous avez participé. Merci à toute l'équipe de Ziana TV. Merci à Dieudina. Merci à vous tous qui avez pris le temps de participer. Portez-vous bien. Nous nous retrouverons demain pour un autre sujet d'actu. Au revoir.